Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Agile Toolkit. Aujourd'hui, on va continuer de tester des questions autour de l'agilité et donc cette fois-ci ça va être des questions pièges. On va tester les IA non américaines, à savoir Mistral qui est une IA française et DeepSeek qui est une IA chinoise. Donc on a déjà fait des tests sur ces deux IA. Donc vous pouvez aller voir les autres vidéos pour les questions de base, mais on va tester les questions pièges. Donc je vous remets ici un tableau de tous les tests qu'on a fait jusqu'à présent. Donc il commence à y en avoir pas mal. Et en fait, les tests, ils sont même classés par grande famille de tests. Donc la première famille, c'est répondre aux questions, dessiner des templates de rétro, générer des release notes, présenter des slides, fabriquer des slides. Bien sûr, ce qu'on fait le plus, dans un premier temps, c'est de répondre aux questions parce que c'est le plus accessible, le plus facile. Ça permet de comparer plus facilement les IA. Mais on va essayer de compléter toutes les cases. Donc toutes les coches vertes, c'est quand c'est des résultats exploitables. Voilà, pas forcément parfait mais plutôt bien. Rouge, c'est les grosses erreurs. La petite flèche jaune, c'est entre les deux. Il y a des choses qu'on peut exploiter, d'autres non. L'ensemble vide, c'est quand l'IA n'est pas capable de le faire. Notamment Gamma, qui est une IA spécialisée sur la fabrication des présentations, ne va pas répondre à des questions. Parmi les réponses aux questions, en fait, si je vais dans mon petit tableau de notation ici, il y a différentes familles de questions que j'ai regroupées comme ceci: classique Scrum Master, conflit et questions pièges. Questions pièges, c'est les questions les plus difficiles parce que c'est des questions que j'ai écrites dans le but de piéger un peu l'IA. Vous voyez que ça a marché avec ChatGPT qui a eu 1,5 sur une question et Claude qui a eu 1, alors qu'habituellement ils sont plutôt bons. Et donc on va voir ce que DeepSeek et Mistral valent sur ces deux questions pièges. On va pas tester Oyama parce que c'est un peu spécial. Oyama, c'est pour tester des IA en local sur notre ordinateur. On va pas le faire aujourd'hui parce qu'il y aura une autre vidéo dédiée à Oyama où on testera d'autres modèles que le Yama 3.2 qu'on a déjà testé. Rentrons dans le vif du sujet, mais d'abord, alors pourquoi je fais toujours les mêmes use cases, c'est pour comparer les IA. Ensuite, je vous informe que les vidéos, elles sont chapitrées, donc vous pouvez sauter les use cases qui ne vous intéressent pas, ou même tous les use cases, et aller directement à la conclusion, si jamais vous voulez juste avoir le résultat, voilà, pour gagner du temps. Et également, alors si vous voulez gagner du temps, vous pouvez les écouter en vitesse x1,5. J'ai essayé, ça fonctionne en tout cas pour moi. Je commence par le système de notation qui est le même, mais c'est important pour les personnes qui découvrent cette chaîne avec cette vidéo. On utilise à peu près toujours le même système de notation pour les questions, c'est-à-dire que je vous lis la question, ensuite je donne moi-même ma réponse à la question. Donc comme c'est un peu toujours les mêmes questions, je donne dans chaque vidéo ma réponse à chaque question, mais j'essaye d'être assez rapide maintenant dans les vidéos. Si vous voulez voir la réponse plus complète, il faut aller dans les vidéos précédentes où on a traité ce use case. Je mettrai dans la description de cette vidéo les autres vidéos pertinentes à regarder si jamais vous voulez creuser le sujet. Donc je donne ma réponse qui sert de référence. Et on donne une note à l'IA, ensuite on pose la question à l'IA et on lui donne une note entre 0 et 5. 0 c'est la plus mauvaise note, 5 la meilleure note. 5 ça correspond à réponse aussi bien ou mieux que ce que j'ai dit moi. 4 réponses presque aussi bien, donc voilà, bon, c'est un peu subjectif, mais en gros j'estimerais que ça sera moins bien. 3 c'est réponse correcte mais peut mieux faire, c'est-à-dire qu'on mettra 3 quand il manquera des éléments importants dans la réponse, sans pour autant dire que la réponse est fausse. 2, c'est les réponses qui comportent des erreurs parce qu'on ne veut pas avoir d'erreurs si on veut pouvoir faire confiance à l'IA. Donc dès qu'il y aura une erreur, on tombera en dessous de la moyenne pour sanctionner assez durement. Donc une erreur significative, hein, si c'est un tout petit détail insignifiant, on n'en tiendra pas rigueur. Si c'est des fautes d'orthographe, par exemple des fautes de français, ça compte pas. Mais dès qu'il y aura une erreur dans la réponse, on tombera à 2. Ensuite, réponse fausse. Une réponse fausse, c'est une réponse presque entièrement composée d'erreurs, où il y a beaucoup trop d'erreurs, et 0 réponse qui n'a aucun sens ou pas de réponse. Donc, question piège. On n'a que 2 questions pièges, mais je constate que ce n'est pas le bon tableau car je n'ai pas rajouté les lignes pour les IA qu'on va tester maintenant, mais je vais le faire maintenant. Je vais juste mettre en pause
Et voilà, j'ai rajouté les tableaux qui sont plus jolis avec un meilleur design et avec les 3 lignes des IA qu'on n'a pas encore testées. Donc ici, vous avez les notes à cette question de ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity. Donc sans plus attendre, on va tester notre première question piège. Donc bon, je vous la lis d'abord et je vous donne ma réponse. Je suis RTE d'un train safe. Une de mes équipes livre 60 story points à chaque itération et une autre équipe ne livre que 20 story points à chaque itération. Comment faire pour que l'équipe qui ne livre que 20 story points soit au même niveau que l'équipe qui livre 60 story points? Donc ça, c'est une question. Bon, est-ce que vous voyez le piège? Ça peut être assez évident ou alors pas du tout. En fait, quand on est en story point, le point, il a une valeur qui est propre à l'équipe qui utilise ce point. En fait, un point, ça correspond à une charge de travail qui correspond à la user story la plus simple, typique que l'équipe va réaliser. Donc, on ne peut pas comparer ça avec une autre user story. Ensuite, avec les story points, on va estimer la valeur relative des user stories les unes par rapport aux autres à l'intérieur du backlog de l'équipe. Mais en général, chaque équipe a des user stories de référence qui sont différentes. Donc peut-être que 20 story points dans une équipe, dans une autre équipe correspond à 60 story points dans une autre équipe. Donc en fait, peut-être qu'elles réalisent la même quantité de travail. Donc c'est pas une... Déjà, voilà, donc c'est une mécompréhension normalement du story point de vouloir mesurer la performance des équipes. Donc ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est que dans tous les cas, mesurer la performance des équipes, c'est pas forcément une bonne idée dans un contexte agile. L'équipe, le mieux, c'est qu'elle se mesure par rapport à elle-même, qu'elle soit toujours en progression, donc via les rétrospectives, qu'elle essaye de s'améliorer, de comprendre ce qui peut la freiner, de toujours s'améliorer. Mais faire la compétition, c'est pas forcément recommandé. Puis aussi, les équipes, elles n'ont pas forcément la même taille. Peut-être que dans une équipe, il y a 10 personnes et dans l'autre, il y a 3 personnes. Donc voilà. Donc en réalité, donc la question déjà voilà, est mauvaise, hein, de vouloir que 2 équipes livrent la même quantité de story points. Alors si on voulait vraiment le faire, il faudrait que les équipes aient les mêmes user stories de référence dans leurs estimations. C'est pas impossible, mais c'est pas recommandé. Donc je vais poser la question, alors par qui on commence? Par DeepSeek. Allez, hop, DeepSeek qui est une IA chinoise qui avait donné des très bons résultats sur les questions classiques Scrum Master. Donc, l'IA réfléchit. On va poser la même question en même temps à Mistral et on regardera juste après. On attend quelques lignes, voilà. Pour aider l'équipe qui livre 20 story points par itération à atteindre le niveau de l'équipe qui livre 60, voici quelques étapes que vous pouvez suivre en tant que Release Train Engineer dans un cadre safe. Donc déjà directement, on dirait que DeepSeek tombe dans le piège. Analyser les causes racines, évaluer la composition des équipes, vérifier si les 2 équipes ont des tailles similaires, des compétences comparables, des niveaux d'expérience équivalents. Donc là, voilà, ça suggère que DeepSeek comprend qu'il y a une bonne équipe et une mauvaise équipe, entre guillemets, une équipe performante et une moins performante. Examiner les processus, identifier les différences dans les pratiques de travail, les outils utilisés ou les méthodes de planification. Comprendre les dépendances, l'équipe qui livre moins pourrait être bloquée par les dépendances externes ou des goulots d'étranglement. Évaluer la complexité des stories. Les story points ne sont pas directement comparables si les stories des 2 équipes ont des niveaux de complexité très différents. Donc ça, voilà, ça suggère un peu voilà, que effectivement ça serait pas comparable. En réalité, c'est pas comparable en général. Hein, alors déjà, ce serait très compliqué de comparer 2 équipes. En plus, c'est pas une très bonne idée. Mais bon, là, c'est pas dit explicitement. Hein, donc bon, pour l'instant, c'est pas terrible la réponse de DeepSeek. Faciliter l'amélioration continue, organiser un atelier de rétrospective, aider l'équipe à identifier les obstacles internes et externes qui ralentissent leur productivité, encourager le partage de bonnes pratiques, favoriser les échanges entre les 2 équipes pour que l'équipe moins performante puisse apprendre des pratiques de l'autre équipe. Mettre en place des actions correctives, définissez des actions concrètes pour résoudre les problèmes identifiés. Alignement et collaboration, s'assurer que les objectifs sont clairs, vérifier que l'équipe comprend bien les priorités et les attentes, faciliter la collaboration inter-équipe, rééquilibrer les charges de travail. Si une équipe est surchargée ou sous-utilisée, envisager de redistribuer les stories ou les membres de l'équipe. Bon, ça pour moi c'est hors sujet. Adapter la vélocité, revoir la définition des story points. Assurez-vous que les 2 équipes utilisent la même échelle de complexité pour leurs story points. Ah ben voilà, là
là on touche du doigt une des raisons. Effectivement, en général, on ne pourra pas comparer les équipes. Pour cette raison, c'est que l'échelle, alors bon là, ça parle de l'échelle de complexité, moi je parlerai plutôt de user story de référence, parce qu'il n'y a pas que la complexité qui rentre en jeu, mais voilà, là c'est l'idée. On fera peut-être une série de vidéos sur le story point, mais ça sera dans plusieurs mois certainement. Ajuster les objectifs. Si les différences de vélocité sont dues à des facteurs structurels, par exemple une équipe travaille sur des tâches plus complexes, ajuster les attentes en conséquence. Bah ça, normalement, la complexité des tâches, elle doit être reflétée par la charge en termes de story point. Hein. Donc, normalement, ça aussi, c'est hors sujet. Suivez et mesurez les progrès, suivez régulièrement la vélocité de l'équipe, ok, ajustez en continu. Si les actions ne donnent pas de résultats escomptés, revoyez votre approche et essayez d'autres solutions. Encouragez la formation et le développement, proposez des formations, encouragez l'autonomie, considérez le facteur humain, évaluez le moral et la motivation, célébrez les petites victoires. En résumé, il ne s'agit pas seulement de forcer l'équipe à livrer plus, mais de comprendre les raisons derrière la différence de performance et de mettre en place les actions ciblées pour aider à progresser. La clé est de favoriser un environnement de collaboration, d'apprentissage continu et d'amélioration. Bon, pour moi, c'est faux. C'est réponse fausse. Donc, d'après mon système de notation, c'est 1. Voilà. Pour moi, il n'y a pas grand-chose à sauver. Il y a quelques bribes de bonnes réponses, mais c'est principalement faux. Donc, regardons maintenant la réponse de Mistral à la même question. Est-ce que la France va s'en sortir mieux que la Chine ? Améliorer la performance d'une équipe dans un cadre safe nécessite une approche holistique qui prend en compte plusieurs aspects. Bon, ok, très bien, tels que les processus, les compétences, la collaboration et la culture. Voici quelques stratégies que vous pouvez utiliser pour aider l'équipe qui livre 20 story points à atteindre le même niveau que celle qui livre 60 story points. Donc apparemment, Mistral tombe aussi dans le piège. Analyse des obstacles. Identifier les obstacles ou contraintes qui empêchent l'équipe de livrer plus de story points. Cela peut inclure des problèmes techniques, des dépendances externes ou des processus inefficaces. Amélioration continue, encourager une culture d'amélioration continue, formation et développement, bon, c'est un peu la même chose que DeepSeek, je ne vais pas tout lire. Renforcement de la collaboration, ok, optimisation des processus, gestion des attentes. Assurez-vous que les attentes sont réalisées et alignées avec les capacités actuelles de l'équipe. Il est important de fixer des objectifs atteignables et de célébrer les progrès réalisés, c'est un peu hors sujet. Mesure et suivi, utiliser des métriques pour suivre les progrès de l'équipe et identifier les domaines nécessitant une amélioration. Les métriques peuvent inclure le nombre de story points livrés. Si on pose la question, si on se pose la question en termes de story points, c'est qu'on a déjà ces métriques. La vélocité, le temps de cycle, la qualité des livrables, encourager l'innovation, donner à l'équipe de l'espace et le temps d'expérimenter de nouvelles idées et approches. Cela peut conduire à une amélioration significative dans la productivité. Il est important de noter que l'objectif n'est pas nécessairement d'atteindre la parité parfaite entre les équipes, ça c'est vrai, en termes de story point livrés, mais plutôt de s'assurer que chaque équipe fonctionne à son plein potentiel et contribue efficacement aux objectifs globaux de l'organisation. Donc ça c'est vrai. Je trouve que c'est effectivement, peu importe dans ma vision, peu importe ce que livre l'équipe, bon en fait si c'est important en réalité, mais le plus important c'est que l'équipe donne le meilleur d'elle-même par rapport à ses compétences, etc., le temps qu'elle a, et qu'elle s'améliore, sachant qu'on ne peut pas éternellement s'améliorer. Au bout d'un moment on atteint un niveau où on est très performant et voilà, donc si vous souhaitez une analyse plus détaillée ou des recommandations spécifiques basées sur des données, je peux vous aider à analyser des données de performance de l'équipe. Bon, rien que cette phrase j'aime bien ça, et pour tout le reste c'est faux. Donc bon, on va pas mettre une très bonne note, hein. J'ai envie de rajouter 0,1 pour la petite phrase que j'aime bien. Voilà, léger avantage à Mistral, mais bon, c'est vraiment tiré par les cheveux, hein. Donc voilà, ils sont tous les deux tombés dans le piège assez lourdement, je trouve. Donc maintenant passons à la question suivante, question piège suivante. Je vous la lis d'abord. Je suis Scrum Master d'une équipe dans un train safe. L'équipe est assez grosse et a beaucoup de sujets, mais dans l'ensemble,
ça se passe bien et l'équipe a une bonne dynamique et arrive à tenir ses objectifs. Pour le PI Planning, nous envisageons d'avoir une quinzaine de PI objectifs car nous devons traiter beaucoup de sujets différents. Le coach agile du train impose la règle que nous ne devons... Donc 15... Alors oui, je fais un petit commentaire au milieu de la question. Non, je fais pas de commentaire, je continue. Le coach agile du train impose la règle que nous ne devons pas avoir plus de 7 PI objectifs et éventuellement 3 uncommitted objectifs en plus. Que penses-tu de cette règle? Que dois-je faire? Donc voilà, une équipe qui s'en sort bien, qui est grosse, qui fait plein de choses... veut avoir beaucoup de PI objectifs. Donc dans la méthode SAFE, effectivement, ce qui est recommandé, c'est de ne pas avoir trop d'objectifs parce que sinon on a tendance à se disperser et on risque de ne pas tous les réaliser. Donc ce qui est recommandé, c'est 7 PI objectifs et éventuellement 3 uncommitted, c'est des objectifs bonus sur lesquels on ne s'engage pas. Et donc là, la réponse à ça, moi, ma réponse, alors c'est là le piège, c'est là où il est délicat, c'est qu'il faut aller contre l'avis, enfin, il faudrait aller contre l'avis du coach agile, selon moi. Ça reste à discuter. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le dans les commentaires. Parce que si l'équipe est grosse, c'est logique qu'elle ait plus de PI objectives. Et en plus, si habituellement elle livre, elle réalise ses objectifs et que tout le monde est content, pourquoi changer quelque chose qui marche? Les PI objectifs, en fait, c'est un instrument d'alignement entre le métier et l'équipe à l'échelle du PI. Donc ça va être des objectifs synthétiques pour guider l'équipe tout au long du PI et c'est aussi voilà, un outil d'alignement entre le métier, donc les business owners, product managers, product owners et l'équipe. Donc c'est assez important et si le métier et l'équipe sont contents de leur PI objective, pourquoi interférer avec une règle un petit peu arbitraire, alors qui se justifie dans la plupart des cas, mais voilà, moi j'aurais tendance à dire que l'équipe utilise autant de PI objectifs qu'elle estime nécessaire, du moment qu'on reste quand même raisonnable, il ne faut pas avoir 50 PI objectifs non plus, et que l'équipe et ses parties prenantes à elle sont satisfaites. Donc c'est la subsidiarité, c'est pas à mon sens un coach ou une organisation qui doit imposer des règles trop strictes sur ce genre de choses. Faut laisser voilà, l'équipe piloter ça d'elle-même. Alors voilà, c'est ma réponse, c'était un petit peu long. Je vais poser la question à DeepSeek, hop, et la même question à Mistral. Vont-ils tomber dans le piège cette fois-ci? Alors, Mistral répond un tout petit peu plus vite que DeepSeek, donc on va commencer par Mistral cette fois. La règle imposée par le coach agile de limiter le nombre de PI objectifs à 7 avec éventuellement 3 uncommitted objectifs est probablement motivée par plusieurs raisons liées à l'efficacité, à la gestion des priorités dans le cadre SAFE. Voici quelques points à considérer. Oui, alors voilà, phrase d'introduction qui dit pas grand-chose, mais on sent que Mistral va peut-être pas vouloir remettre en question ce que dit le coach agile. Pourquoi cette règle? Focus et priorisation. Avoir trop d'objectifs peut diluer l'attention et les efforts de l'équipe. En limitant le nombre d'objectifs, l'équipe peut se concentrer sur les priorités les plus importantes. C'est vrai. Gestion des dépendances. Un nombre élevé d'objectifs peut augmenter les dépendances entre les équipes et compliquer la coordination. Moins d'objectifs permettent de mieux gérer ces dépendances. Alors là, je ne suis pas d'accord. Il n'y a aucun rapport entre les interdépendances et le nombre d'objectifs. Là, je comprends pas. Pour moi, ce hors-sujet, c'est presque une erreur. Donc, on verra si on enlève des points par rapport à ça ou pas. Clarté et communication. Des objectifs clairs et limités facilitent la communication au sein de l'équipe et avec des parties prenantes. Ça, c'est très vrai. Mais effectivement, oui. Cela permet de s'assurer que tout le monde est aligné sur les priorités. Donc, le mot important, c'est partie prenante et équipe et partie prenante. C'est les plus importants. Et c'est eux qui doivent se mettre d'accord sur des objectifs. Réalisme et engagement. En se limitant à un nombre raisonnable d'objectifs, l'équipe peut s'engager de manière réaliste et éviter le surmenage ou la sous-estimation des efforts nécessaires. Bon, alors j'ai introduit ma question en disant que l'équipe avait habituellement beaucoup d'objectifs et qu'elle s'en sortait bien. Donc bon, ça c'est vrai, mais dans ce contexte-là, c'est peut-être un peu inutile. Que faire? Priorisation. Travailler avec votre équipe et les parties prenantes pour identifier les objectifs les plus critiques. Utiliser des techniques comme le MOSCO, must have, should have, could have, won't have, pour hiérarchiser les objectifs. Consolidation. Essayer de regrouper certains objectifs similaires ou complémentaires pour réduire le nombre total.
Alors ça, si on veut respecter une règle stricte de nombre d'objectifs, regrouper, bah, effectivement, ça peut être une bonne idée. Hein. S'il n'y a pas moyen de négocier, on peut le faire. Mais pour moi, donc j'ai déjà vu des équipes de le faire, ça crée de la confusion parce qu'au moment où on va évaluer la réussite de tel ou tel objectif, en fait, chaque objectif sera composé de plusieurs sous-objectifs qui sont peut-être différents ou relativement indépendants. Et du coup, ça va complexifier les discussions, les échanges et la compréhension. Donc pour moi, ça c'est pas forcément recommandé. Ça crée de la confusion. J'ai déjà vu des équipes le faire, mais finalement, ça change rien au nombre réel d'objectifs, hein, si on regroupe des objectifs. Parfois, plusieurs petits objectifs peuvent être combinés en un seul objectif plus large. Bien entendu, c'est difficile de faire une réponse comme ça en général parce qu'il ne faut pas non plus multiplier les objectifs. Ça serait aussi très mauvais d'avoir un objectif égal une user story par exemple. Et d'avoir des dizaines et des dizaines d'objectifs, ça ne serait pas bon non plus. Donc c'est à laisser à l'appréciation de l'équipe et des parties prenantes. Communication avec le coach agile. Discuter avec le coach agile pour comprendre les raisons derrière cette règle et voir s'il y a une flexibilité possible. Donc ça, c'est une bonne réponse. Effectivement, la discussion est toujours une bonne chose et comprendre les choses. Expliquer la situation de votre équipe et les raisons pour lesquelles vous pensez que plus d'objectifs pourraient être nécessaires. Planification itérative. Si certains objectifs ne peuvent pas être inclus dans le PI actuel, planifiez-les pour le prochain PI. Assurez-vous que les objectifs non inclus sont bien documentés et prêts à être repris lors de la prochaine planification. Pourquoi pas, c'est une bonne idée. Bon, c'est un peu un compromis. Uncommitted objective, utilisez judicieusement les uncommitted d'objectifs pour les tâches importantes mais non critiques. Cela permet de garder une certaine flexibilité. En fin de compte, il est important de trouver un équilibre entre la conformité aux règles safe et la réalité opérationnelle de votre équipe. C'est bien formulé, mais en même temps, c'est vrai. La communication ouverte et la collaboration avec le coach agile et les parties prenantes sont essentielles pour trouver la meilleure approche. Donc la réponse, c'est pas si mal. Est-ce possible de ne pas respecter la règle du coach agile? Bon, alors ça dépend vraiment de l'entreprise. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse parce que parfois on est obligé de respecter des règles strictes pour dans toutes les organisations. Et donc, on devra s'y plier, et parfois non. Donc, la discussion est toujours une bonne base. Ne pas respecter la règle imposée par le coach agile peut avoir plusieurs implications. Il est important de considérer ces aspects avant de prendre la décision. Conséquences possibles, alignement avec SAFe, ok. Relation avec le coach agile. Le coach agile est là pour aider les équipes à adopter et appliquer les pratiques SAFe de manière efficace. Ignorer ses recommandations pourrait nuire à votre relation de travail et à la dynamique de l'équipe. Très vrai. Si le coach agile impose vraiment et est très strict là-dessus, je dirais qu'il faut quand même respecter la règle. Risque opérationnel, avoir trop d'objectifs peut surcharger l'équipe, augmenter les risques de non-réalisation des objectifs et potentiellement réduire leur qualité de travail. Oui, bon, ça aussi c'est vrai. Perception par les parties prenantes. Les parties prenantes peuvent s'attendre à ce que les équipes suivent les pratiques de SAFe. Ne pas respecter les règles pourrait être perçu négativement. Bon, en général, les parties prenantes ne connaissent même pas les règles de SAFe, donc bon, ça c'est un petit peu hors sujet. Approche alternative, discussion et négociation, donc ça c'est très bien. Expérimentation contrôlée, oui. Transparence, soyez transparent, tout à fait. Quoi qu'on décide, il faut toujours être transparent. Plan de contingence, qu'est-ce que ça veut dire? Ayez un plan en place au cas où l'équipe ne parviendrait pas à gérer le nombre accru d'objectifs. Oui, bon, pourquoi pas. En fin de compte, il est généralement préférable de travailler dans le cadre des directives établies, mais avec une communication ouverte et une compréhension mutuelle. Des ajustements peuvent souvent être faits pour répondre aux besoins spécifiques. Bon, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Est-ce qu'il y a des erreurs? Pas trop d'erreurs. Il y a quand même des petites choses qui me gênent un petit peu. Donc, quelle note on va mettre? C'est quand même pas mal. Bon, on va mettre 3. On va mettre 3. Parce que fondamentalement... Oups, j'étais où? Non, j'étais là. Donc, fondamentalement, c'était bien. C'était bien. Ça laisse une place à la discussion. Même si ça partait pas bien au départ, c'était pas si mal. Donc, ensuite, même question pour DeepSeek. La règle du coach agile de limiter les PI objectifs à 7, plus éventuellement 3 uncommitted d'objectifs est une bonne pratique dans le cadre de SAFe, c'est vrai. Voici pourquoi cette règle est importante et que vous pouvez faire et ce que vous pouvez faire en tant que Scrum Master pour respecter cette contrainte tout en gérant les nombreux sujets de votre équipe.
Pourquoi limiter les PI objectifs à 7? Donc là, ça nous explique pourquoi. Donc, focus et priorisation, clarté et alignement. Je ne vais pas tout lire parce qu'on a déjà lu des arguments similaires avec Mistral. Réalisme et engagement. Gestion des dépendances. Alors là, je ne sais pas pourquoi ils nous mettent ça aussi. C'est aussi une erreur, je pense. Avec moins d'objectifs, il est plus facile de gérer les dépendances. Bon, pour moi, c'est une erreur. Donc, je vais enlever quand même. Et Mistral nous a dit la même chose. Je reviens sur mon vote. Bon, je ne vais pas mettre 2 parce que ce serait vraiment trop sévère. On va mettre 2,9. Voilà. Pour dire qu'il y a une erreur. On enlève 0,1. Bon, c'est un petit peu hors sujet, mais je le mets quand même. Enfin, j'enlève quand même 0,1 point. Et c'est peut-être encore trop généreux. Que faire pour respecter cette règle tout en gérant vos nombreux sujets? Regrouper les objectifs. Donc la même chose. Moi, je ne conseille pas de regrouper les objectifs. Bon, dernier recours, hein, si on ne peut pas faire autrement. Essayez de regrouper plusieurs sujets connexes sous un seul objectif plus large. Par exemple, au lieu d'avoir un objectif par sujet, regroupez-les par thème. Au lieu d'avoir 3 objectifs pour 3 fonctionnalités, ok, bon, c'est la même chose. Prioriser les objectifs, travailler avec le product owner et les parties prenantes pour identifier les objectifs les plus critiques. Alors, c'est bien d'avoir toujours des priorités. Les sujets moins prioritaires peuvent être reportés au PI ultérieur. Ok. Donc là, pour une raison de nombre d'objectifs, reporter des sujets entièrement à PI supérieur, là on n'a pas dit qu'on n'était pas capable. Hein. On a suggéré dans la question dès le début que l'équipe est grosse et qu'elle a beaucoup de sujets, mais que dans l'ensemble ça se passe bien, l'équipe a une bonne dynamique et arrive à tenir ses objectifs. Donc là, il ne tient pas vraiment compte de ça. Hein. Et pareil, Mistral, c'était un peu la même chose. Utiliser les uncommitted objectifs. Les 3 uncommitted objectifs peuvent être utilisés pour les sujets qui sont importants mais moins critique. Alors bon, important mais moins critique, ok, bah si c'est uncommitted, bon, on va pas discuter de uncommitted, mais c'est un peu hors sujet parce que de toute façon, j'ai dit dès la question que on voulait 15 objectifs, donc ce qui est plus que les 7 plus 3 recommandés par le coach agile et qui est aussi la recommandation de SAFe. Donc ça va pas nous aider en fait. Hein. Décomposer. Est-ce que Mistral avait parlé des uncommitted objectives? Je ne me souviens plus. Yes, utiliser judicieusement. Donc là, même erreur de Mistral. Même erreur. Décomposer les sujets en sous-objectifs. Alors là, si on a déjà trop d'objectifs, je comprends pas. Si un sujet est très large, décomposez-le en sous-objectifs qui contribuent à un objectif principal. Ok, donc ça c'est l'idée de regrouper de chaque objectif, de le décomposer en sous-objectifs. Ok, cela permet de garder une vue d'ensemble tout en détaillant les étapes nécessaires. Collaborer avec les autres équipes. Si certains sujets peuvent être traités par d'autres équipes du train, discuter avec le RTE, Release Train Engineer pour répartir la charge de travail. Donc on dirait que DeepSeek comprend qu'on a trop de travail. Alors, j'ai pas dit qu'on avait trop de travail, j'ai dit qu'on avait beaucoup de sujets qu'on arrivait à les faire, mais qu'on avait trop d'objectifs par rapport à une règle officielle imposée, ou recommandée du moins. Donc là, il y a une petite mécompréhension, il y a une mécompréhension, je pense. Là, je crois pas que Mistral avait fait cette erreur. Hein. Il me semble pas. Non. Donc les réponses de Mistral sont un peu plus courtes. Donc là, on a une deuxième question que j'avais posée, mais sinon la réponse initiale était plus courte. Communiquer avec le coach agile. Expliquer la situation de votre équipe et discuter des défis liés à la réduction de d'objectifs. Le coach agile pourrait vous aider à trouver des solutions. Donc voilà, ça c'est une bonne chose. Faire preuve de pragmatisme. Si vous avez vraiment besoin de plus d'objectifs, proposez une exception temporaire pour ce PI, tout en montrant que vous travaillez à mieux prioriser et regrouper les objectifs pour le PI suivant. Ok, bah ça c'est pas mal. Ça j'aime bien aussi. Le pragmatisme, c'est une bonne chose. Enfin, moi, j'apprécie en tout cas. Comment présenter cela à l'équipe et aux parties prenantes? Expliquer les avantages. Mettez en avant que cette règle aide à mieux se concentrer sur ce qui est vraiment important. Impliquer l'équipe dans la priorisation. Faites participer l'équipe à l'exercice de regroupement et de priorisation des objectifs pour qu'elle comprenne le choix et s'engage sur les objectifs retenus. Bon, normalement, la priorisation, alors c'est bien d'impliquer l'équipe, ça dépend de ce qu'on entend par impliquer. Ceux qui décident de la priorisation, hein, c'est le métier, PO, PM, Business Owner, et l'équipe décide finalement pas tellement de la priorisation, sauf s'il y a des raisons techniques qui font qu'on va devoir faire telle chose avant telle autre, mais c'est quand même bien d'impliquer l'équipe, au moins de la tenir au courant, quoi, de faire ça ensemble. Communiquer avec les parties prenantes, expliquez-leur que cette limitation est nécessaire pour garantir la qualité et la réalisation des objectifs. Bon, en général, les parties prenantes s'en foutent de ces règles, ils s'en moquent, pardon, de ces règles un petit peu techniques.
Conclusion, la règle des 7 PI objectifs plus 3 uncommitted est une bonne pratique pour maintenir le focus et l'alignement dans un train safe. En tant que Scrum Master, votre rôle est de faciliter la priorisation, le regroupement des sujets et la communication avec l'équipe et les parties prenantes pour respecter cette règle tout en gérant les nombreux sujets de l'équipe. Cela peut nécessiter un effort de simplification et de priorisation, mais cela contribuera à la réussite du PI. Ok, donc là ça nous suggère quand même qu'on doit respecter la règle. Alors je vais poser la même question que la question que j'avais posée. Question plus explicite. Donc, est-ce possible de ne pas respecter la règle? Pour l'instant, je trouve que la réponse de DeepSeek, elle est similaire à celle de Mistral. Je ne vois pas de différence majeure. Peut-être que ça laisse un peu moins de porte ouverte à la négociation. Cet aspect est un peu moins prononcé. Oui, il est possible de ne pas respecter la règle, mais cela doit être fait de manière réfléchie, justifiée. Voici quelques éléments. Pourquoi ne pas respecter? Contexte spécifique. Votre équipe peut avoir besoin de contraintes uniques qui justifient un nombre plus élevé d'objectifs. Complexité des sujets. Si les sujets sont très variés, ne peuvent pas être regroupés sans perdre en clarté ou en valeur métier. Effectivement, ça c'est vrai. Donc là, le terme complexité, peut-être pas bien choisi. J'aurais mis diversité des sujets. Attente des parties prenantes. Si les parties prenantes ont des attentes élevées et que réduire le nombre d'objectifs pourrait compromettre la livraison de valeur. Ça, c'est vrai. Hein, les parties prenantes sont importantes dans la définition des objectifs. Hein, c'est eux les commanditaires. Risque à ne pas respecter la règle. Perte de focus, surcharge de l'équipe, problème d'alignement. Cela peut rendre plus difficile l'alignement avec les autres équipes. Ça, je vois pas pourquoi, mais bon, soit. Conflit avec le coach agile. Voilà, ignorer la règle sans justification peut créer des tensions avec le coach agile. Comment ne pas respecter la règle? Justifier votre décision. Très bien. Présenter des arguments solides. Montrer que les risques à réduire le nombre d'objectifs. Vrai. Proposer des solutions alternatives. Utiliser les zones committee d'objectifs hors sujet. Prioriser clairement, hors sujet parce qu'on a déjà beaucoup trop d'objectifs, donc les committee ne vont pas forcément nous aider. Prioriser clairement, montrer que vous avez bien priorisé, c'est toujours bien de prioriser, effectivement. Engagez-vous à améliorer, collaborer avec le coach agile, discutez ouvertement, cherchez un compromis, impliquer les parties prenantes, obtenez leur soutien, toujours bien d'avoir le soutien des parties prenantes, communiquer clairement. Que faire si le coach insiste pour respecter la règle? C'est bien, là il étudie toutes les alternatives, hein, DeepSeek. Si le coach agile maintient sa position, voici comment réagir, respecter la règle. Oui, je pense que, bon, en dernier recours, on respecte la règle et on groupe les objectifs, tant pis. Bon, c'est rare hein, que dans un contexte agile qu'on en arrive là, mais bon, ça peut arriver. Utiliser les PI futurs. Oui, apprenez de l'expérience. Ok, conclusion, il est possible de ne pas respecter la règle du coach agile, mais cela doit être fait avec prudence et justification. Très vrai. Bon, c'est pas mal. J'aime bien, finalement. Est-ce que c'est mieux ou moins bien que Mistral? J'aime bien la réponse détaillée à ma deuxième question. C'est même, je sais pas, bon, c'est vraiment très difficile à juger. J'aurais presque envie de mettre 4. Bon, 3,5. Bon, là c'est difficile de juger. Hein. Alors c'est pour ça qu'on fait plein de tests hein, sur plein de use cases différents. Et en plus, on fait la moyenne. On fait la moyenne à la fin. Donc d'ailleurs, voilà, on fait que 2 use cases. Donc maintenant, c'est le moment de faire les comptes. Donc DeepSeek a obtenu 1 et 3,5. Donc on reporte dans notre petit tableau 1, 3,5. Et Mistral a obtenu 1.1 et 2.9. 1.1 et 2.9. Alors c'est très très subjectif. Je pense qu'on peut pas dire clairement que DeepSeek est vraiment meilleur que Mistral. Ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'ils sont moins bons que d'autres, que Perplexity, que Gemini, et même que ChatGPT et Claude.
Voilà, donc le piège fonctionne, la question piège fonctionne. Je vous révèle la future question piège, KPI sur les features, donc je vous la présenterai dans une prochaine vidéo. Voilà, on voit que quand on essaye vraiment de piéger l'IA, avec des questions plus difficiles, on y arrive. Donc l'IA, elle est pas mal sur tout ce qui est classique, standard, mais elle n'est pas si forte que ça. On testera aussi Oyama, bien évidemment, mais dans une autre vidéo parce que là, ça durerait trop longtemps. Surtout que c'est une IA différente, c'est pas un site web. Oyama, c'est une IA qu'on va faire tourner en local sur l'ordinateur. Je vous remercie de votre attention. Donc on n'a pas testé de grandes familles de use cases supplémentaires, hein. On était ici et ici avec des questions un peu plus compliquées. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur l'agilité ou sur l'IA ou les deux.